Alors, Monsieur le Président, chers confrères et consoeurs, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon ancien collègue, c'est Chantal Finance qui parle. Jean-Louis Merlin, professeur des universités, praticien hospitalier à l'Université Lorraine, faculté de pharmacie et à l'ICL, c'est l'ancien CAV de Nancy. Il a 62 ans et son parcours est remarquable avec, en fil rouge, la cancérologie. Il est pharmacien. Son doctorat en pharmacie a été obtenu en 1984 à l'Université de Lille 2, dans le Nord. En 1990, il valide, toujours à Lille, un DEA de pharmacie industrielle, puis à l'Université de Paris 7, un certificat en pharmacologie oncologique. Il complète sa formation par l'obtention d'un certificat de cytométrie en flux en 1993. Il entreprend ensuite des études doctorales à l'Université de Nancy 1 et soutient un doctorat d'université option biologique en 1992. Et enfin, une HDR, habilitation à diriger des recherches, à l'Université Henri Poincaré en 1996. Après son recrutement au CAV à l'époque, comme chercheur, il est nommé professeur d'université en 2004 à l'Université Henri Poincaré, faculté de pharmacie, et bénéficie en 2011 d'une intégration comme PEPH, donc professeur d'université et praticien hospitalier, en biologie cellulaire oncologique à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Il a été promu au grade de professeur de classe exceptionnelle. Ses activités d'enseignement s'exercent dans le cadre du diplôme d'état de docteur en pharmacie, cancérologie au niveau licence, diagnostic moléculaire, prédiction de réponse et suivi thérapeutique des thérapies ciblées en cancérologie en master, ainsi qu'aux internes en DES de pharmacie et de biologie médicale qu'il accueille dans son laboratoire. Il a été responsable du laboratoire de la recherche du centre Alexis Vautrin, désigné aujourd'hui ICL, et responsable de l'unité de biologie des tumeurs de cancérologie de Lorraine. Depuis 2019, il est chef du service de biologie moléculaire des tumeurs, département de biopathologie et responsable de la plateforme de génétique moléculaire des tumeurs INCA, donc Institut national du cancer, de Lorraine. Il est directeur de la recherche de l'ICL depuis 2017. Ses activités de recherche s'effectuent également à l'UMR, alors unité mixte de recherche. Les sigles sont importants, dont il est membre de l'équipe de direction. Il est porteur de l'équipe projet recherche translationnelle en cancérologie sous convention tripartite UL, Université donc de Lorraine, CNRS et ICL, Institut du cancer de Lorraine. La recherche translationnelle est au cœur de ses préoccupations afin d'assurer le transfert des résultats de ses recherches fondamentales en biologie cellulaire et moléculaire vers les applications cliniques. Il a été constaté, alors je vais peut-être ne pas dire exactement tout ce qui est parce que en fait c'est le cœur de votre conférence, je pense. Alors je vais enlever ce petit chapitre que Chantal avait écrit. Alors, il est auteur de nombreuses communications, de nombreuses conférences. Il a encadré beaucoup de doctorants et de post-doctorants. Je vous fais grâce du nombre. Il y en a beaucoup. Il est relecteur de nombreux articles dans beaucoup de revues. Et il a assuré beaucoup de responsabilités administratives, en plus de ses responsabilités d'enseignant, tant à la faculté qu'au sein de l'unité mixte de recherche et à l'ICL. Il est vice-président de la commission de prospective facultaire chargée des emplois, mais je crois que vous avez arrêté en 2020. Membre du conseil de faculté, donc c'était à la faculté de pharmacie, jusqu'en 2021. Membre du conseil scientifique et du conseil de gestion du GIE et
Nancy Clotep, je crois que c'est pour l'imagerie. Voilà. Et membre du conseil d'administration et membre de la commission médicale d'établissement à l'ICL et membre du conseil scientifique. Animateur du réseau Biopsie Liquide, l'auditoire comprendra tout à l'heure, est membre du comité d'orientation scientifique et clinique du Cancéropole Est depuis 2015. Au-delà de ses responsabilités locales, il a tout au long de sa carrière assumé des responsabilités dans de nombreux groupes d'experts, de conseils scientifiques et au sein d'autres cancéropoles. Il est expert auprès de l'INCa. Il a reçu de nombreux prix, prix de recherche clinique Lorraine en cancérologie, prix du chercheur HDR, habilitation à diriger des recherches de la région Lorraine, prix de la chancellerie des universités pour l'Académie Nancy-Metz. Jean-Louis Merlin apporte sa contribution à la diffusion de la science, c'est bien ce qui nous préoccupe et qui nous occupe à l'ALS, répondant toujours présent pour partager auprès du grand public des préoccupations de recherche. On a pu l'entendre s'exprimer dans les conférences ces dernières semaines à l'occasion de la célébration du centenaire de l'ICL. Et Chantal ajoute ses qualités scientifiques, son rayonnement local, régional et national dans le domaine de la cancérologie honorent notre académie. Voilà. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir et nous allons certainement beaucoup profiter de tout votre savoir. Alors, merci beaucoup pour cet éloge. C'est sont presque funèbre. Non, je voulais remercier tout d'abord mes deux marraines, hein, bien sûr, mon Chantal Finance avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler pendant son décanat à la faculté de pharmacie, et puis Colette Keller, donc qui se fait ce soir, ça porte pas le rôle avec des mots d'une gentillesse extrême. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sociétaires et académiciens, donc je suis très très heureux de vous rejoindre. Merci de m'accueillir au sein de l'Académie Lorraine des Sciences. Alors pour un Lorrain d'adoption, vous avez cru comprendre, hein, donc je suis Lorrain que depuis 35 ans, soit un peu plus de la moitié de ma vie maintenant. Ça représentera probablement la majorité de ma vie encore pendant quelques années. Mais je suis vraiment très très heureux de vous rejoindre et puis de m'engager auprès de vous pour alors contribuer au rayonnement des sciences. Et effectivement, vous avez peut-être compris que une de mes grandes préoccupations, c'est dans l'application, hein, l'application de la connaissance vers la médecine, vers la pharmacie et vers notamment les patients atteints de cancer. C'est ce qui me motive depuis maintenant plus de 30 ans. Et c'est à travers on va dire cet idéal scientifique et médical que ma carrière a pu se construire. Voilà, merci beaucoup de votre accueil et je suis très heureux encore une fois de vous rejoindre. Alors, je propose qu'on vous remette le pins après votre conférence. D'accord. Et madame pourra faire une belle photo supplémentaire. Ça peut rester. À vous la parade. Merci beaucoup. Alors oui, donc alors vous voyez sur cette diapo de titre effectivement l'Institut de cancérologie de Lorraine. Alors effectivement il a changé de nom au fil du temps, mais en tout cas il fête ses 100 ans cette année. C'est un établissement qui a été créé en 1924. Alors je vais passer à la diapo suivante. Voilà, donc créé par le professeur Alexis Vautrin, donc à côté de l'hôpital central de Strasbourg à Nancy. Il a œuvré pour cette création, notamment en mobilisant pour la petite histoire des fonds pour acheter du radium. C'était l'époque du radium et de Marie Curie. Et le radium coûtait beaucoup plus cher que l'or et n'en déplaise à Elisabeth, le diamant même. Et ce fonds pour acheter le radium avait été apporté par le Paris Mutuel Urbain et les industriels vosgiens. Alors les industriels vosgiens avaient notamment à l'époque négocié un tarif préférentiel pour soigner leurs ouvriers quand ils étaient traités par le radium, et donc ça a été vraiment une contribution majeure. Alors l'Institut de cancérologie de Lorraine, c'est un centre de lutte contre le cancer. Donc c'est un établissement un peu particulier qui est privé d'intérêt collectif.
Donc ça fonctionne avec le droit privé comme une entreprise, mais on fonctionne avec de l'argent public comme un hôpital public. Et ce statut date du 1er octobre 1945, donc une ordonnance du général de Gaulle. Pour la petite histoire, le 1er octobre, c'était la création des centres de lutte contre le cancer, et le 2 octobre, c'était la création de la sécurité sociale. Donc les centres de lutte sont plus vieux que la sécurité sociale. Le centre Alexis Vautrin donc est arrivé, il a pris le nom d'Alexis Vautrin en 1974. Il a été installé sur le plateau de Brabois, où il est toujours actuellement, donc à côté du CHU de Nancy, qui ont été construits vraiment au même moment, avec ces grands bâtiments qui sont là. Et puis l'appellation donc ICL, Institut de cancérologie de Lorraine, a été instaurée par le professeur Thierry Conroy, qui, lors de sa prise de direction en mars 2013, donc avec cette mention d'institut de cancérologie, parce que l'institut, ça faisait penser au monde de la recherche et à l'innovation, que la cancérologie ne se cachait plus, alors qu'avant on dissimulait ce nom qui était un peu tabou. Et puis la vocation régionale pour la Lorraine, donc elle est maintenant clairement affichée, et on utilise donc Institut de cancérologie de Lorraine, Alexis Vautrin, pour toujours rendre hommage à notre créateur. Alors très rapidement quelques chiffres pour situer cet hôpital, donc à peu près 750 salariés, 100 praticiens dans 12 universitaires, une centaine de lits d'hospitalisation. Vous voyez les chiffres d'activité. Plus de 40 000 consultations, plus de 16 000 patients pris en charge chaque année, dont à peu près 4 500 nouveaux patients atteints de cancer, avec un budget annuel d'un peu plus de 100 millions d'euros et une capacité d'investissement relativement importante, avec autour de 5 millions d'euros, et entre 2,5 millions et 3 millions d'euros consacrés à la recherche. Donc ça, c'est un établissement qui est capable aussi d'investir dans ces travaux de recherche. Alors 2,3 millions de dépenses allouées à la recherche en 1922, et puis une activité de recherche clinique dont je suis assez fier, puisqu'on a inclus pratiquement un patient sur 5 dans un essai thérapeutique. Un essai thérapeutique, c'est donner au patient le moyen d'accéder aux dernières innovations, et c'est toujours à son bénéfice. Le patient n'est jamais un cobaye en termes d'évaluation thérapeutique. C'est aussi un établissement qui a mission d'enseignement. Donc, plus de 4000 heures d'enseignement sont assurées par les professionnels de l'ICL. Alors, avec une douzaine d'universitaires, il y a quand même beaucoup d'autres personnels qui font de l'enseignement. Et on a aussi une capacité à former par la pratique, puisqu'on accueille presque 500 stagiaires chaque année. Voilà, j'en ai fini pour l'ICL. Maintenant, je vous emmène en voyage un peu au parc national de Yellowstone. On est dans les années 60. Et puis, on accompagne Thomas Brock, qui est un microbiologiste, qui emmenait régulièrement ses étudiants pour s'interroger sur la microbiologie des sources chaudes. Et avec son étudiant préféré, son disciple, qui s'appelait Fries. Alors pour travailler dans les sources chaudes en s'appelant Fries, c'est un peu marrant. Ils ont mis en évidence en fait une espèce microbienne qu'ils ont baptisée Thermus aquaticus, qui était capable de proliférer dans les sources d'eau chaude à plus de 70 degrés. Et cette prolifération bactérienne à plus de 70 degrés les a fait s'interroger sur le fonctionnement justement de l'ADN polymérase, qui était capable de dupliquer de l'ADN pour favoriser la croissance microbienne. Normalement, les polymérases, comme toutes les enzymes, sont inactives à haute température. Elles travaillent à 37 ou quelque chose comme ça, mais en tout cas à haute température, elles sont inactivées. Et là, ça fonctionnait. Donc, ils ont découvert cette polymérase thermorésistante, et ça a vraiment été un gros départ pour la biologie moléculaire, puisque quand on veut faire de l'amplification d'ADN, il faut chauffer l'ADN jusqu'à peu près 70 degrés pour que les bases puissent s'apparier et donc être dupliquées. Alors, ce qui obligeait jusqu'à cette époque les chercheurs à changer l'enzyme, donc mettre de l'enzyme nouvelle pour faire cette réaction, et au cycle suivant, l'enzyme était détruite, il fallait en remettre, et c'était extrêmement laborieux. Avec cette polymérase thermorésistante, on avait la possibilité de mener des cycles d'amplification d'ADN sans changer la polymérase, donc de gagner beaucoup de temps, de matériel et d'efficacité. Alors, je vous emmène un petit peu plus tard. On est en 1989, et puis là, ce sont mes deux amis préférés.
Michael Bishop et Harold Varmus. Ils sont heureux, hein, ils viennent d'avoir le prix Nobel pour les oncogènes, la découverte des oncogènes. Donc ces gènes qui sont dans l'ADN et qui, quand ils sont porteurs de mutations, d'anomalies moléculaires, sont capables de transformer des cellules, à retravailler plutôt sur les virus, mais ça a vite été extrapolé, et de les transformer en espèces pathogènes, donc cancérigènes, donc développer des cancers. Et vous voyez qu'en 89, il y a deux gros événements. Il y avait bien sûr le prix Nobel de Michael Bishop et Harold Varmus, et puis la molécule de l'année, c'était la Taq polymérase, donc cette enzyme thermo-résistante qui permettait d'amplifier l'ADN de façon cyclique. Et ça a vraiment été le gros virage de la biologie moléculaire. Alors pour la petite histoire, chez Michael Bishop et Harold Varmus, il y avait alors on n'est pas tout à fait calé sur les mêmes années, mais c'était un Lillois qui travaillait à l'Institut Pasteur, qui s'appelait Dominique Stellin, et qui était postdoc dans leur laboratoire et qui avait largement contribué à la découverte des oncogènes. Quand on a appris qu'il n'était pas nommé, les Lillois étaient tristes. Donc j'ai décidé de venir à Nancy à peu près dans cette époque-là. Alors, ceci c'est un petit peu une boutade, mais vous voyez, quand on travaille sur les acides nucléiques et particulièrement l'ADN, c'est un peu l'antichambre du Nobel. Vous avez ici la liste des prix Nobel qui ont été accordés depuis en gros le début des années 60 jusqu'en 1923 sur les acides nucléiques. Avec des découvertes absolument fabuleuses, le séquençage de l'ADN, les oncogènes, la polymérisation en chaîne de l'ADN, la Taq polymérase, etc. Donc des choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Et puis là-dedans, il y a pas beaucoup de Français, mais il y a Emmanuel Charpentier, donc avec une découverte qui était extrêmement intéressante sur l'édition de l'ADN. Alors, on passe à la cancérologie. Donc ici, c'est un schéma qui montre l'ensemble des propriétés que doit acquérir une cellule pour devenir une cellule cancéreuse. Donc il y a une dérégulation d'un tas de systèmes, de la prolifération, de la mort cellulaire programmée, du métabolisme, de la réplication, de l'inflammation, de l'angiogénèse. Toutes ces propriétés sont contrôlées, bien sûr, par des systèmes biologiques de contrôle, par des protéines, et ces protéines sont parfois soumises à des anomalies moléculaires issues de mutations de l'ADN qui sert à les fabriquer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ces connaissances, donc de cette dizaine de propriétés, sont nées des médicaments, des traitements, des modalités de prise en charge de patients atteints de cancer. Et ce schéma, donc, il date de 2010. Maintenant, toutes les cases qui sont autour, sont des classes de médicaments. Alors, des médicaments qui sont, et de plus, pour la plupart, accessibles, alors, sur prescription hospitalière, mais qui sont commercialisés dans les pharmacies de ville, en officine, puisque ce sont des formes qu'on peut administrer en comprimé ou en gélule. Donc, des choses, voilà. Là, c'est un peu le pharmacien qui parle. Alors, pourquoi on va s'intéresser à l'ADN de la tumeur? Parce que c'est vraiment des anomalies vont être des pistes pour prendre en charge les patients, et c'est ce qu'on appelle le diagnostic moléculaire. Il faut savoir que la tumeur possède un génome original. Il est bien sûr très proche de celui du patient, puisque les cellules tumorales apparaissent à partir des cellules d'un individu, mais comme le cancer naît d'anomalies génétiques qui vont s'acquérir au cours du temps, le génome de la tumeur est singulièrement différent de celui de l'individu. Et c'est de ces différences qu'on va chercher à identifier que vont naître des pistes thérapeutiques pour avoir des agents thérapeutiques, des médicaments qui peuvent cibler spécifiquement les altérations moléculaires et puis avec une activité bien sûr meilleure puisqu'on va avoir un traitement personnel et ciblé sur une tumeur particulière. Alors, un petit schéma pour résumer, voilà une cinquantaine de patients qui, quand j'ai débuté, ils avaient tous le même cancer. On les mettait tous dans le même sac, on les soignait tous de la même façon. Et puis, quand on regarde au niveau de l'ADN tumoral, on s'aperçoit qu'ils sont pas tous totalement identiques. Ils ont des variantes. Donc, ils sont pas tous vert clair. Il y a des bleus, il y a des rouges, il y a des oranges. Et on peut imaginer les traiter différemment puisque leur cancer n'est pas identique. Alors, comment on fait ça? On va rechercher des anomalies dans l'ADN de la tumeur à partir de fragments de tumeur qui sont issus de chirurgie, de biopsie,
et puis aller regarder un petit peu ces choses-là. Donc extraire les ADN, extraire les ARN éventuellement, les acides nucléiques, et puis aller mettre ça en place dans un laboratoire. Alors c'est devenu une discipline originale depuis maintenant une quinzaine d'années. Il y avait les anatomopathologistes qui regardaient au microscope des coupes de tissus. Il y avait les biologistes moléculaires, mais qui travaillaient dans leur labo de recherche parce qu'on n'avait pas encore les moyens d'appliquer ce qu'ils savaient faire aux patients. Et puis, les deux se sont rejoints pour donner un peu cette notion de biopathologie moléculaire. Et c'est comme ça qu'a été créée notamment la structure dont je dépends actuellement au niveau de l'hôpital, qui est un département de biopathologie commun au CHU et à l'ICL, et qui regroupe les anapathes et les biologistes moléculaires pour travailler sur les cancers. Alors, le diagnostic moléculaire, ça s'intéresse à toute cette chaîne ADN, ARN, protéines. L'ADN, ce sont les gènes, c'est ce qu'il y a dans le chromosome, c'est ce que papa et maman se transmettent quand ils fabriquent un bébé. On va arrêter là la genèse. Les ARN sont des intermédiaires qui permettent de lire le code de l'ADN et de le transformer pour fabriquer des protéines. Et les protéines sont les moteurs des cellules. Je résume de façon assez simple, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si une anomalie, une mutation, une anomalie moléculaire touche l'ADN et qu'elle est maintenue, elle va pouvoir entraîner un changement au niveau de l'ARN, et ce changement au niveau de l'ARN va pouvoir changer des acides aminés et changer une fonction de protéine, d'où l'oncogénèse, et c'est un peu ce travail sur le lien entre ADN et cancer. Alors comment on s'intéresse notamment à ces anomalies de l'ADN? On fait du séquençage. Alors le séquençage, il y a eu un prix Nobel, c'est Frédéric Sanger qui a eu le prix Nobel. Entre parenthèses, il en a eu deux, il en a eu un pour les protéines et un pour l'ADN. C'est le seul avec Marie Curie, je crois, avoir eu de prix Nobel. Le séquençage selon Sanger, c'est le principe. L'ADN, c'est deux brins entortillés, on les sépare. Et on peut séquencer les brins complémentaires en apportant des bases qui vont s'apparier 2 à 2. Donc il y a 4 bases, C, G, A, T, qui vont se marier, le C avec le G, le A avec le T. Et les machines, ou alors à l'époque ça se faisait sur des gènes d'électrophorèse, permettent de reconditionner, de réidentifier les séquences des gènes. Le problème à l'époque aussi, c'était qu'on connaissait pas la structure du génome normal, donc le séquençage du génome qui a été fait en gros dans les années 2010 et qui nous a permis maintenant d'avoir la séquence de référence et bien sûr d'identifier beaucoup plus facilement les anomalies moléculaires dans de l'ADN. Alors depuis ces années 2010, on utilise des technologies qu'on appelle le séquençage à haut débit ou en anglais le Next Generation Sequencing, qui lui permet par des abords technologiques de fragmenter l'ADN, d'identifier chaque petit fragment d'ADN par un code barre biologique qu'on va greffer par PCR, polymérisation en chaîne d'ADN. Merci Thomas Brock et Harold Fries de nous avoir trouvé cette polymérase. Et donc avec des machines extrêmement performantes, de séquencer des millions, des milliards de bases d'ADN automatiquement, et de nous donner des séquences complètes d'un tas de gènes. Le génome humain, c'est à peu près 30 000 gènes, et là-dedans, il y a plusieurs milliards de bases à séquencer. Alors en pratique, comment on fait? Vous voyez ici, donc en haut à gauche, c'est un fragment de cancer du côlon qui a été fixé dans du formol, un petit morceau d'une pièce opératoire. On va inclure ce fragment dans un bloc de paraffine pour rigidifier et protéger maintenir la conservation de ce prélèvement. On va d'abord le couper en fines tranches, donc en microtomie, donc c'est pour faire une lame de microscope et nos collègues anapathes vont cercler, donc vous nous identifiez le petit rond noir qui est sur la lame, c'est l'endroit où il y a des cellules cancéreuses, parce que bien sûr dans un fragment il y a du cancer et du tissu normal. Donc ensuite, on va faire une petite découpe avec un scalpel, la diapo du milieu, passer au microtome et travailler sur des morceaux de tumeurs, donc qui font 5 microns d'épaisseur et quelques millimètres de diamètre. Et à partir de là, on va extraire l'ADN et mettre ça dans les séquenceurs justement pour analyser les séquences. Oups, je suis passé du mauvais côté.
Alors c'est une activité qui a été généralisée dans les hôpitaux avec un réseau de plateformes. Ça a été créé en 2006. C'était le premier plan cancer. Et à l'époque, 28 plateformes ont été créées sur l'ensemble du territoire français. Donc à Nancy, la plateforme a été créée entre le CHU et l'ICL. Bon, alors c'était le centre Alexis Vautrin à l'époque. Je reprends l'ancienne appellation. Et c'est cette plateforme dont je m'occupe actuellement. Maintenant, ces analyses sont étendues aussi aux laboratoires publics et privés. Donc, les labos de biologie privés sont capables de proposer ce type d'analyse. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer un petit peu ce à quoi ça sert. On va un premier exemple dans les cancers bronchiques. Donc, avec un gène qu'on appelle EGFR, qui est le gène du récepteur au facteur de croissance épidermique. C'est un gène qu'on va trouver muté dans à peu près 10% des cancers bronchiques, 10% des patients donc qui sont porteurs de cette anomalie moléculaire. Alors généralement, ce sont plutôt des patients non fumeurs. Donc c'est le cancer du poumon des non fumeurs. C'est pas la même voie de cancérogénèse que celle induite par le tabac. Et ce diagnostic moléculaire, il permet de prescrire des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de kinase, donc qui vont bloquer ce récepteur muté, qui dysfonctionne, qui fonctionne sans limite. Donc il envoie des signaux de prolifération cellulaire en permanence. Et le fait d'aller mettre un médicament qui bloque son activation, on va ralentir et on va arrêter la progression du cancer. Alors je vous ai mis quelques photos de boîtes, c'est encore le pharmacien qui parle ici. Ça vous permet de montrer que montrer que c'est du concret. C'est des médicaments qui existent et sont des médicaments qu'on trouve dans les pharmacies d'officine. Donc ils sont prescrits à l'hôpital, mais ils sont disponibles en ville. Et ce sont des médicaments qu'on va prendre en comprimé régulièrement. Donc une prise en charge du cancer qui change totalement. Le patient n'a plus une chimiothérapie lourde à l'hôpital. Alors ça existe encore, mais là il va être pris en charge par une modalité thérapeutique différente. Ici, un panorama de ce qu'on peut trouver dans les cancers du poumon. Vous voyez que les mutations EGFR, on a à peu près 17% des patients qui en sont porteurs, mais il y a plein d'autres mutations. Et actuellement, pour chacune de ces mutations, on a une option thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a un traitement ciblé qui va pouvoir être donné à un patient porteur d'un cancer à condition qu'on identifie une ou l'autre de ces mutations. Une mutation de BRAF, on verra après, seront traitées par des inhibiteurs de BRAF, etc., etc. Voilà, le gène BRAF, justement, j'en parlais. Donc lui, il est fortement impliqué dans le mélanome. Ici, vous avez une image en PET scanner. Gilles Karcher n'est pas là, mais je pense que il aimerait cette image d'un patient atteint de mélanome. Alors, environ 40% des mélanomes sont porteurs d'une mutation spécifique de ce gène BRAF qui code une protéine BRAF. Et là, encore une fois, on a des médicaments qui sont destinés à bloquer la prolifération de ces cancers porteurs de ce type de mutation. Alors là où ça se complique un peu, c'est que quand on bloque cette protéine BRAF, dans les cellules cancéreuses qui en sont extrêmement dépendantes, on va les envoyer vers la mort, et ça c'est bien. Par contre, dans les cellules non cancéreuses qui sont beaucoup moins dépendantes de cette BRAF mutée, puisqu'elles sont pas BRAF mutées, on va bloquer cette protéine BRAF, mais il y aura une roue de secours qui va se mettre en place avec une protéine qui s'appelle CRAF, c'est la petite copine, et qui fait le même boulot. Donc on en bloque une, et on stimule par défaut, par réaction, une autre protéine qui va augmenter la prolifération dans les cellules normales. Et l'un des inconvénients des inhibiteurs de cette protéine BRAF dans les tissus normaux, ça va être de déclencher des cancers cutanés. Donc l'effet indésirable du traitement du mélanome devient un cancer cutané. Alors un cancer cutané moins méchant, on va dire, que le mélanome qu'on traite par chirurgie facilement, mais c'est pas confortable de créer un cancer en effet secondaire. Alors c'est pas une fréquence très élevée. Donc l'idée, ça a été de se dire comment on peut contrecarrer cet effet. Et c'est la deuxième idée, ça a été de bloquer la protéine d'en dessous, dans la signalisation cellulaire, qui s'appelle MEC. Et on utilise maintenant ces inhibiteurs de BRAF en association avec des inhibiteurs de MEC. Donc on a deux médicaments qui vont être utilisés pour faire ceinture et bretelle, traiter le cancer et aussi limiter
les effets, la survenue de tumeurs secondaires. Donc là aussi, ce sont des médicaments qui sont dans des boîtes vendus dans les pharmacies d'officine. Troisième exemple, encore un peu plus compliqué. On est dans les cancers ovariens. Et dans les cancers ovariens, il y a des gènes qui sont impliqués, comme dans toutes nos cellules, dans la réparation de l'ADN. Vous savez qu'on subit régulièrement des agressions. Il suffit d'aller se mettre au soleil sous les UV et notre ADN va être coupé en petits morceaux. Donc on a des tas de systèmes de défense qui vont permettre la réparation de l'ADN. Et parmi les protéines qui réparent le mieux l'ADN, on a des protéines qui s'appellent BRCA1 et BRCA2. Alors vous en avez sûrement entendu parler, on en parle souvent à la période d'Octobre Rose, parce que ce sont des protéines qui, lorsqu'elles sont, enfin des gènes qui fabriquent les protéines, qui lorsqu'ils sont mutés, peuvent être un facteur de prédisposition héréditaire au cancer du sein et au cancer de l'ovaire. Donc ce sont ces gènes qui sont responsables de cette transmission d'un facteur de risque au sein d'une famille. Ici, on s'intéresse non pas à la transmission, mais à leur capacité à réparer l'ADN. Donc, quand ces gènes sont mutés, les protéines ne fonctionnent plus, l'ADN n'est pas bien réparé, et on a une cancérisation qui se met en place. Dans les cellules, quand BRCA ne fait pas son boulot, encore une fois, il y a des systèmes de redondance, et les cellules vont aller chercher un système de réparation secondaire qui s'appelle PARP, pour polyadépéribose polymérase. Donc, ce sont également des enzymes de réparation de l'ADN qui prennent le relais et qui sont moins performantes, qui font des erreurs. Donc, ça donne de ce qu'on appelle de l'instabilité génomique et ça prédispose au cancer. Et c'est là où on a ce facteur de prédisposition qui prend toute sa force. L'idée qui est apparue dans les années 2000, c'est d'utiliser des bloqueurs de cette roue de secours, donc de PARP, dans les cancers qui avaient déjà un défaut au niveau de BRCA. Donc, vous avez un peu crevé et le deuxième, vous empêchez la réparation. Vous allez avoir du mal à continuer à rouler. Et c'est le but dans les cellules cancéreuses, c'est d'empêcher leur réparation pour les enlever vers la mort cellulaire. Les cellules cancéreuses, on veut les détruire. Ça a donné naissance depuis maintenant une petite douzaine, même pas 6 ans, on va dire. Ouais, à peu près 6 ans. À toute une classe thérapeutique. Donc, on les appelle les inhibiteurs de PARP. Vous voyez leur nom et puis encore une fois leur boîte, et qui sont utilisés dans tous les cancers qui peuvent être porteurs de cette mutation de ces gènes BRCA1, BRCA2. Donc ce sont des mutations qu'on va rechercher pour pouvoir prescrire ces traitements. Alors là où ça a démarré dans les cancers du sein et de l'ovaire, oui, maintenant c'est devenu aussi utilisé dans les cancers de prostate qui sont fréquemment mutés pour ces gènes BRCA. Les cancers du pancréas, à peu près 10-15% des cancers du pancréas sont porteurs de mutations BRCA et peuvent être traités par ces anomalies. Alors BRCA, je vous ai dit que c'était pouvait être des mutations transmissibles. Donc ça veut dire que dans notre génome à nous, pas celui de notre cancer, dans notre génome à nous, on peut être porteur de ces mutations BRCA. Donc on appelle ça le génome constitutionnel, par opposition au génome somatique, qui est celui de la maladie. Est-ce qu'il faut chercher la mutation dans le génome constitutionnel ou dans le génome somatique? Là est toute la question. Quand nous, on analyse un fragment de tumeur, et je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait des zones où il y a des cellules cancéreuses et des zones où il n'y en a pas, donc on analyse les deux en mélange. Donc quand on fait une analyse sur un fragment de cancer, on a les deux génomes. Donc on ne peut pas savoir si la mutation est germinale ou somatique. On va analyser les deux. On a l'information, ce qui est important pour prendre en charge le patient. Par contre, si on a une information qui ressemble à une information d'origine germinale, il est important d'aller plus loin pour savoir si elle est vraiment transmissible, parce que dans ce cas-là, il faut aussi mettre en place une protection des apparentés de la famille, qui peuvent être également porteurs de mutations, et faire de la surveillance accrue pour détecter éventuellement la survenue d'un cancer au stade le plus précoce possible. Alors en France, on aime bien compliquer également les choses, c'est-à-dire que si on travaille sur de l'ADN germinal, on est sur la loi génétique, et si on est sur du tumoral, on est sur la santé. Donc on a des règlements différents et ça complique un petit peu les choses. Je reviens à ma diapo sur le fragment de tumeur. Donc tout ce que je vous ai dit jusque maintenant, c'est qu'on avait, pour avoir des analyses fiables, il faut travailler sur un morceau de cancer. Donc un fragment de tumeur, une biopsie.
On sait les applications, elles sont maintenant très nombreuses. Vous voyez ici tous les types de cancers qu'on étudie et qu'on analyse dans mon laboratoire. On fait également des choses qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire et puis bien sûr de la recherche clinique. Tout ça, ça a nécessité une montée en puissance de l'équipement, hein, et là, Dieu merci, la technologie évolue. Donc, on a des appareillages qui évoluent. Vous voyez, entre 2015 et 2022, ça, c'est notre équipement. On avait des machines qui permettaient d'analyser 15 gigabases, donc 15 milliards de bases par cycle d'analyse, hein, quand on appuie sur le bouton. Et puis maintenant, on est à 300 milliards de bases, hein, on est à 300 gigabases par cycle d'analyse, avec un coût qui a été divisé par 5. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors un cancer, c'est pas stable dans le temps. Donc ça évolue et ça fait des métastases. C'est la forme la plus grave du cancer. Ces métastases, elles sont issues bien sûr de cellules initiales, mais elles vont évoluer, elles vont changer de localisation et surtout elles vont changer de profil génétique. Elles vont pas avoir forcément les mêmes mutations et ces mutations vont être un petit peu l'élément déclencheur de leur mobilité dans l'organisme et d'aller coloniser d'autres organes. Ça montre que quand on analyse un fragment de tumeur comme celui dont je vous parlais, si on analyse la pièce opératoire primitive, on aura un profil génétique primitif. Si on analyse un morceau d'une métastase, selon la métastase, on n'aura pas forcément le même résultat. Et quand il faut prendre en charge un patient avec un médicament ciblé, ça peut poser quelques petits problèmes. Alors, bon, ça c'est pour faire un petit clin d'œil à Darwin, hein, sur la phylogénétique. C'est son carnet de notes de 1837. On retrouve quasiment le même schéma sur la phylogénétique des cancers en 2015. L'évolution clonale des cancers, c'est ça, c'est ce que je vous montre ici sur ce schéma simplifié. Donc des cellules cancéreuses qui sont grises, qui deviennent résistantes et qui sont plutôt sur un profil vert, qui acquièrent des mutations encore additionnelles et qui sont bleues, etc. Donc on change ce profil. Alors des biopsies c'est bien, mais on peut pas répéter des biopsies tout le temps. Je pense que si on vous propose de faire une biopsie tous les mois, vous n'allez pas être très content. Et si on vous propose de faire une prise de sang tous les mois, vous allez déjà rechigner un petit peu moins. Donc l'idée, ça a été de se poser la question, est-ce qu'on peut trouver de l'ADN du cancer dans le sang, dans une prise de sang? C'est quelque chose qui a été démontré déjà il y a très longtemps, 1948, à l'époque où on publiait encore en français, dans des journaux en français, dans les comptes rendus des sciences. Et ensuite, le lien avec le cancer a attendu les années 70. Alors, les années 70, ça fait tilt, hein, on revient à l'attaque polymérase de tout à l'heure, qui a révolutionné la biologie moléculaire et permis un grand bond en avant. Là, on a montré que plus il y avait d'ADN dans le sang, plus le cancer était évolué. Donc, c'est aussi un élément important. Et puis, en 2010, c'est l'évolution technologique, c'est les séquenceurs à haut débit qui ont permis vraiment de faire un très gros pas en avant pour étudier l'ADN dans le sang, l'ADN tumoral dans la circulation. Donc cet ADN, on est capable de le trouver dans le sang, mais également dans tous les fluides biologiques. La salive, un prélèvement salivaire, c'est pas très compliqué à faire. L'urine, un prélèvement urinaire. Bon, un peu plus compliqué, le liquide cérébrospinal, hein, mais en cas de tumeur cérébrale, ça peut être une porte de secours également. Alors à l'ICL, cette biopsie liquide, c'est 10 ans d'expertise. Ça continue. On s'y est consacré depuis plus de 10 ans, avec des essais cliniques, avec l'organisation de symposiums internationaux, notamment avec nos collègues allemands de l'université de Freiburg. Et c'est vraiment un réseau qu'on a constitué et une compétence qu'on a acquise. L'idée, c'est ça. C'est au lieu de faire des prélèvements itératifs de tumeurs, on va faire des prélèvements itératifs de sang. Et en fonction des résultats, ici, vous voyez en bas la tumeur qui évolue de bleu majoritairement à plutôt vert, puis après un peu plus de rose et encore un peu plus de rose. C'est de changer le traitement au fil du temps sur la base des anomalies moléculaires qu'on trouve dans la prise de sang. Et ça, c'est vraiment un acte de personnalisation thérapeutique et puis de chronicisation de la maladie cancéreuse. Tant que le cancer est stabilisé, on se porte très bien. C'est moins dangereux d'avoir un cancer bien contrôlé que d'avoir une maladie cardiaque. Alors, si je reprends mon petit schéma, voilà mes patients avec des anomalies moléculaires différentes, et puis ils vont avoir des traitements différents.
Alors bien sûr, ceux qui sont vert clair, ils ont le traitement A, qui peut être éventuellement encore de la chimiothérapie comme il y a 20 ans, puisque ça marche et qu'il n'y a pas de raison de changer les choses qui marchent. Par contre, les bleus et les oranges, pour lesquels la chimiothérapie ne fonctionnait pas, on pourra mettre en place des traitements moléculaires spécialisés. On pourra suivre l'évolution au fil du temps. Et puis, décider ou pas de changer le traitement, d'adapter le traitement en fonction du profil mutationnel de la tumeur. Et ça, c'est ce qu'on fait ce qu'on appelle des réunions de concertation moléculaire. Donc, ce sont des réunions qui prennent en compte les analyses d'un paquet de gènes. On travaille actuellement sur des panels d'à peu près 500 gènes, donc qui couvrent beaucoup d'anomalies moléculaires et qui vont permettre de prendre les options. Voilà, donc pour conclure, ce diagnostic moléculaire, c'est 20 ans de progrès dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Ce sont des analyses qui sont indispensables pour guider le choix thérapeutique. Les thérapies ciblées, sont des formes majoritairement orales qui vont être maintenant dispensées en pharmacie d'officine et qui permettent de changer complètement les modalités de prise en charge des patients, avec une prise en charge beaucoup plus orientée vers la vie et une chronicisation de la maladie cancéreuse. Alors ce petit schéma, ça c'est la personnalisation thérapeutique, c'est pouvoir identifier le bon patient pour recevoir le bon médicament. Il n'y a pas de mauvais patients, mais il y a surtout des bons médicaments pour leur donner de meilleurs résultats en matière de thérapie. Je voulais finir en vous rappelant que en fait les 100 ans de l'ICN, et donc il y a tout un cycle de conférences. Vous avez peut-être pu assister à la première, en tout cas qui sont faites par le professeur Thierry Conroy, donc qui a été notre directeur général jusque 2017, et qui retrace vraiment toute l'histoire non seulement de l'ICN mais de la cancérologie en France, qui sont des conférences historiques extrêmement intéressantes. Il est allé fouiller dans les archives d'Alexis Vautrin, les photos de famille, les archives de l'Institut Curie. Enfin bref, il y a tout. J'essaie de vous le vendre, mais il y a encore des places. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Vous avez fait mieux que tenir votre temps, 5 minutes de moins. Oh, allez, ouais, que c'était. J'ai enlevé 5 diapos. Non. Enfin, à titre personnel, c'est sûr, étant médecin, professeur de médecine interne, j'ai compris beaucoup de choses, mais je voulais vraiment insister sur cette notion de progrès fantastique dans cancérologie. On les connaît sans les connaître, et des progrès en médecine. Il y a toutes les semaines des choses nouvelles, il y a tous les mois des médicaments nouveaux. C'est un progrès absolument majeur. Alors, on a du temps pour des questions. Je vais laisser Colette animer la discussion. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vu que tout le monde était passionné par vos paroles. Et il y a beaucoup de médecins, beaucoup de pharmaciens dans l'assemblée. Si je demandais de lever le doigt, je suis sûre que vous seriez étonnés. Alors, je pense que c'est un réel plaisir de ne plus voir autant de chimiothérapie. Certainement. Et quelle est à peu près l'évolution de cette thérapeutique? Alors, on a toujours beaucoup recours à la chimiothérapie parce qu'en fait, ces anomalies moléculaires, on va pas forcément les trouver dans la grande majorité des patients. Donc, si on prend les mutations dans les cancers du poumon dont j'ai parlé, c'est à peu près 10% des cas. Dans les cancers du sein, on a des anomalies sur une protéine qui s'appelle HLR2, qui représente à peu près 15% des cas. Donc en fait, on a toujours une majorité de cas pour lesquels ces thérapies ciblées ne sont pas applicables. C'est les patients verts de mon vert clair de mon schéma, pour lesquels on va toujours faire appel à un traitement, on va dire, historique et qui fonctionne bien. Donc ce serait dommage de s'en priver. Alors les thérapies ciblées, elles sont pas atoxiques. Elles ont aussi de la toxicité. On connaît très bien la toxicité de la chimiothérapie. Celle que le grand public retient le plus, c'est que ça fait perdre les cheveux, mais c'est pas la plus grave. La plus grave, c'est quand même de détruire les leucocytes, les globules blancs, souvent d'entraîner un risque de toxicité. Il y a une toxicité hématologique forte. Les thérapies ciblées sont moins toxiques de ce côté-là. Par contre, elles vont tout avoir leur toxicité, peut-être moins gravissime, mais probablement plus durable, puisqu'on sont des traitements qu'on va prendre tous les jours pendant des années.
hein, comme on prend des statines, comme on prend des antihypertenseurs. Et là, on s'intéresse de plus en plus justement à ces effets secondaires qui sont de grade plus faible, de moindre force, mais qui sont très longs, qui vont durer tout le temps de la maladie. Et voilà, d'avoir alors ces thérapies ciblées, beaucoup d'entre elles, par exemple, vont créer des diarrhées. Alors des diarrhées, quand on a une diarrhée épisodique, bon, c'est pas très agréable. Si vous avez une diarrhée qui va durer des années, ça commence à être un petit peu dérangeant et perturber la qualité de vie des patients. Donc on a aussi cette notion de développement, de plus en plus de s'intéresser à la qualité de vie générée avec ces traitements. Donc on a cette dualité en fait entre les thérapies ciblées et la chimiothérapie qui rend encore et c'est très bien de très bons services. Est-ce qu'il y a des organes qui sont plus favorables à cette thérapie ciblée qu'à l'ancienne thérapie? Alors effectivement, ça c'est alors il y a une très belle étude qui avait été publiée en 2014 qui passait en revue tout un ensemble de cancers et qui les classait en fonction du nombre d'anomalies moléculaires qu'on pouvait détecter. Alors arrivent en tête les tumeurs comme les mélanomes par exemple, où on a une fréquence relativement importante, les cancers du sein ont une fréquence importante de mutations. Ensuite, alors on a les tumeurs digestives, ça commence à être un peu plus faible, et puis on a les tumeurs de type ORL où il y a moins de mutations, et puis tout au bout, il y a les tumeurs cérébrales pour lesquelles on a très très peu de mutations, alors ciblables et actuellement identifiées. Donc on a beaucoup moins de pistes dans ce type de cancer pour développer des thérapies ciblées. Alors il y a d'autres approches bien sûr, mais effectivement c'est tous les cancers sont pas égaux vis-à-vis de ce développement de thérapie ciblée. Merci beaucoup. Certainement que dans la salle maintenant il y a beaucoup de Jean-Pierre Alluc. Merci beaucoup, Colette. Je connais bien le problème puisque moi-même j'ai été atteint d'un cancer colorectal et j'ai été soigné à Gentilly, exactement. Alors, c'est la colline d'en face. C'est la colline d'en face. D'accord. Et celle qui m'a beaucoup suivi, c'est Laurent Chonnet, que vous connaissez bien et très bien. Alors, j'ai deux questions. La première, que pensez-vous des thérapies nouvelles concernant les différentes formes d'immunothérapie? On en parle beaucoup de l'immunothérapie. Évidemment, ça concerne les lymphocytes B et les lymphocytes T. Alors, évidemment, avec les lymphocytes T, il y a des lymphocytes T cytotoxiques. Hein. Aujourd'hui, vous savez, on fabrique les fameuses cellules CAR-T, les lymphocytes T avec une chimère. Bon, évidemment, c'est un problème délicat parce que c'est très coûteux. Par ailleurs, les lymphocytes B, évidemment, ça touche à la formation de cellules productrices d'anticorps. Et les anticorps, évidemment, les immunoglobulines sont intéressantes. Hein. Bon, on a travaillé sur l'herceptine il y a peu de temps, mais que pensez-vous d'un anticorps éventuellement universel? Alors un anticorps universel, c'est-à-dire pour avoir un anticorps, il faut qu'il y ait une cible, il faut qu'il y ait un antigène pour qu'il puisse agir. Donc l'antigène universel, on l'a pas encore identifié. Par contre, l'immunothérapie qui est faite actuellement, elle est faite sur des multiplicités antigéniques tumorales qui vont générer justement ce masquage de la tumeur par rapport aux défenses naturelles. Et l'immunothérapie telle qu'on l'entend beaucoup actuellement, on en entend beaucoup parler, indépendamment des CAR T-cells, l'immunothérapie par ce qu'on appelle les anti-PD1, anti-PDL1, etc. Oui. Donc cette immunothérapie en fait sert à démasquer la cellule cancéreuse qui s'est en gros planquée du système immunitaire. Donc elle a généré un système de défense. Les cellules cancéreuses d'un point de vue biologique, c'est de vraies merveilles. D'un point de vue médical, c'est une cochonnerie. Mais d'un point de vue biologique, c'est une vraie merveille parce qu'elles ont une capacité d'adaptation qui est fantastique. Et notamment cette capacité de se
se protéger des défenses immunitaires en sécrétant, en fabriquant des protéines qui vont servir de bouclier pour les protéger. Donc l'immunothérapie par anti-PD1, PDL1, ça va servir à bloquer ce système de masquage et rendre à nouveau la cellule cancéreuse visible aux défenses immunitaires naturelles. Donc là, on est dans ce système-là, et ça fait vraiment un grand pas en avant actuellement dans la cancérologie, les cancers bronchiques, les cancers du fumeur, pas ceux qui sont porteurs, pas les 10%, les 90% autres, pratiquement, les cancers du fumeur, répondent plutôt bien à l'immunothérapie. Alors, il y a des tas de pathologies associées qui rendent les choses très complexes, mais l'immunothérapie fonctionne relativement bien. Voilà. Au niveau des CAR-T-cells, effectivement, là, c'est plus personnalisé comme approche, puisqu'on va prendre des cellules du cancer d'un patient donné et fabriquer des défenses immunitaires sur mesure. C'est de la haute couture. Ça a juste effectivement un inconvénient encore actuellement, c'est le coût. Mais une injection, c'est entre 500 et 800 000 euros pour des CAR-T-cells actuellement. Les thérapies ciblées, c'est 3 à 5 000 euros par mois de traitement. La boîte de traitement que je vous ai montré, c'est à peu près ce tarif-là. Voilà, ça donne une idée. Une chimiothérapie, on va être à quelques milliers d'euros, on va dire autour de 2000 à 2000 euros l'injection. Actuellement, c'est l'ordre de grandeur. Donc effectivement, les CAR-T-cells, c'est vraiment quelque chose. Alors c'est beaucoup plus développé actuellement dans les tumeurs hématologiques que dans les tumeurs solides, parce que c'est un peu plus simple. On commence toujours par ce qui est simple et ce qui marche. Et l'industrie pharmaceutique l'a bien compris, puisque c'était là où ça leur permet aussi de faire des retours sur investissement plus rapides. Alors à Nancy, on a l'avantage d'avoir une équipe qui travaille sur les CAR-T-cells au CHU et à la faculté de médecine avec une branche d'une unité CNRS. Donc c'est une équipe dirigée par Marie-Thérèse Rubio et Daniel Bensoussan, qui sont toutes les deux. Alors une est médecin, l'autre est plutôt pharmacien et impliquée dans la fabrication sur mesure des CAR-T-cells localement. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que de ne pas forcément dépendre de l'avancée de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et puis, si on termine sur l'immuno, alors les défenses immunitaires et le cancer, c'est des vaccins thérapeutiques. Il y a eu un communiqué de presse ce matin, je crois, sur les avancées de Transgène, une société qui est basée près de Strasbourg et qui vient de communiquer sur des résultats absolument fantastiques alors je crois que c'est dans les cancers bronchiques. Avec des vaccins thérapeutiques fabriqués sur mesure. Donc là aussi, on va prendre un bout de tumeur du patient, on va faire pousser ça dans des cellules, fabriquer des systèmes anticorps dirigés. Alors on n'est pas presque comme les CAR-T-cells, mais un peu d'une approche différente. Et là, c'est un vaccin thérapeutique, donc qui va déclencher la réponse immunitaire du patient contre le cancer, avec des injections. Je crois que c'est une injection par mois ou tous les 3 mois ou quelque chose comme ça. Donc ça donne des résultats qui ont l'air tout à fait performants. Donc c'est une branche qui bouge beaucoup l'immunothérapie actuellement. Alors je me souviens, j'étais encore presque étudiant. C'était les travaux de Steve Rosenberg à Bethesda aux États-Unis sur les TIL, les lymphocytes qui infiltrent les tumeurs, et qui avait un peu défrayé la chronique à l'époque. Il avait extrêmement communiqué efficacement. Et puis derrière, ça s'était cassé la figure parce que les TIL étaient aussi très toxiques, et notamment parce qu'il est obligé de faire du dopage avec un produit qu'on appelle l'interleukine et qui avait des effets indésirables pour les patients considérables. Donc ça, c'était dans les années 80-85 et l'immunothérapie, elle est morte et elle est renée, elle renaît de ses cendres depuis maintenant une petite dizaine d'années et c'était vraiment très bien. Je vous remercie. Je voulais simplement terminer en disant, j'ai vu quelque chose dans le Canard d'aujourd'hui, une découverte scientifique majeure sur la réparation de l'ADN des bactéries du sol. Sur la réparation de l'ADN des bactéries du sol avec Streptomyces ambofaciens. D'accord. Ouais. C'est à l'IRA de Nancy. Donc là, on rentre, une réparation bactérienne. Ouais.
Bah c'est de là aussi que peuvent donner, enfin que peuvent naître des choses qu'on va pouvoir peut-être transposer au niveau de l'humain. Ça me fait penser à la source d'eau chaude de Yellowstone et au progrès que ça a pu générer. Donc effectivement, le système bactérien peut aussi. Mais la réparation de l'ADN, c'est avec les inhibiteurs de PARP dont j'ai parlé. On est aussi dans un domaine extrêmement novateur de la cancérologie, de réparer l'ADN. Ou d'empêcher les cellules, parce que dans le cancer, on va essayer d'empêcher les cellules de réparer, puisque si elles réparent pas, elles vont mourir. Donc là, on est vraiment sur des choses extrêmement intéressantes. Merci. Merci en tout cas. Alors, Joël et ensuite Marie-Christine. Oui, je suis là. Et Annette, l'ex-chaude. Oui, je vous remercie beaucoup. Ça m'a vraiment intéressé à plus d'un titre, et y compris à titre personnel également. J'ai deux questions rapides, je vous les donne rapidement. La première, est-ce que votre propos, ce que vous avez souligné des avancées, s'applique en oncologie pédiatrique, ou est-ce qu'on est dans tout à fait autre chose pour les enfants, d'autres processus, d'autres modalités d'évolution du cancer? Et puis ma seconde question, moi j'ai entendu parler de thérapie épigénétique et des avancées très contemporaines, très actuelles. Donc, est-ce que c'est peut-être un peu à côté du cœur de votre propos, mais voilà. Alors sur l'oncologie pédiatrique, effectivement, les cancers de l'enfance sont toujours un peu le parent pauvre de la cancérologie, du fait de leur faible nombre et de leur multiplicité. Donc les cancers de l'enfance, ça représente à peu près 1% de l'ensemble de tous les cancers. Et dans ce 1%, il y a tous les cancers de l'enfant, c'est-à-dire des choses aussi diverses qu'une leucémie aiguë ou une tumeur cérébrale ou un sarcome. Donc ce sont des tumeurs extrêmement différentes. Il y a beaucoup moins d'investissements en recherche, notamment par l'industrie pharmaceutique, parce que le marché n'est pas présent. Donc ça rend on parle de maladies orphelines, mais c'est les enfants atteints de cancer sont souvent aussi orphelins de traitement par rapport à ces développements. Alors ils sont pas totalement exclus, parce que là dans mon équipe on s'y intéresse. Et on analyse, alors sur les 3500 dossiers qu'on traite chaque année, on a à peu près une cinquantaine de cancers de l'enfant sur lesquels on va rechercher les anomalies moléculaires. Et il commence à y avoir également des essais thérapeutiques qui vont cibler ces anomalies moléculaires. Donc on arrive, en fait c'est souvent un peu c'est peut-être un peu dur dans mon propos, mais le dernier wagon du train, mais en tout cas il est sur les rails, il avance également, et ça on y travaille. Il y a un beau consortium qui est né il y a quelques semaines avec un financement de l'Institut national du cancer, donc qui est porté par l'oncopédiatrie strasbourgeoise, qui est dans laquelle les Nancéens sont associés, les Lillois sont associés. Donc là, il y a vraiment des réseaux extrêmement importants. Et dans les cancers pédiatriques, on va parfois faire aussi appel à ce qu'on appelle le programme France Génomique 2025, qui est alors, il y a 200 centres en France qui font de la génomique à très très haut débit, qui vont faire de l'analyse de génome complet, notamment dans les maladies orphelines héréditaires, mais également les cancers de l'enfant. Alors, il y a une plateforme en Île-de-France qui s'appelle Sequoia, une plateforme en Rhône-Alpes qui s'appelle Auragène, dans laquelle on peut envoyer des échantillons de tumeurs, de cancers, pour un séquençage complet du génome, de l'ARN, etc., avec des programmes de RCP moléculaire spécialement dédiés à ça. Donc ça se met en place, en tout cas c'est accessible. La deuxième question sur l'épigénétique. Oui, l'épigénétique. Alors l'épigénétique, effectivement, là on parle pas de mutation, mais on va parler c'est un peu de la chimie. Il y a des gènes qui sont méthylés. Il y a un groupement méthyle qui vient de greffer sur certaines bases, et qui va empêcher ces gènes d'être transcrits. Donc ça a à peu près le même résultat qu'une mutation, mais c'est pas une mutation. Alors ça aussi, on commence à s'y intéresser. Il y a des pathologies pour lesquelles on va rechercher des méthylations de gènes. Il y a très peu de traitements. Il y a des essais thérapeutiques actuellement avec des agents déméthylants, donc qui ont pour but justement d'enlever cette méthylation pour rendre les gènes à nouveau fonctionnels.
C'est pas forcément hyper performant encore actuellement, mais c'est une voie qu'on utilise pour mieux caractériser les tumeurs, c'est-à-dire d'expliquer les choses et avoir un intérêt peut-être pronostique également, de savoir si la tumeur elle est plus agressive ou pas. Un exemple, les gènes BRCA dont j'ai parlé tout à l'heure, donc on va les séquencer, chercher les mutations, et quand parfois on trouve pas de mutation, on va chercher s'ils sont méthylés ou pas méthylés, de façon à ranger le patient dans la catégorie des patients pour lesquels cette réparation d'ADN est déficiente. Donc voilà. Donc ça sert actuellement beaucoup plus à la classification et au pronostic que comme guidage thérapeutique, mais c'est les pistes qui sont effectivement en cours. Merci. Alors Marie-Christine et ensuite Annette. Merci professeur pour cette conférence très claire et très éclairante. J'ai une question sur la biopsie liquide. Vous nous avez dit que les métastases, par exemple, n'ont pas le même matériel génétique que la tumeur initiale. Je comprends bien, quand on fait une biopsie traditionnelle à caractère invasif, on connaît la localisation de la tumeur ou de ce qu'on observe. Qu'en est-il de cette biopsie liquide? Comment est-ce qu'à partir de ce que vous récupérez, vous pouvez retrouver quelle est l'origine de la tumeur? Alors, la réponse pourrait être simple, c'est on sait pas. On sait pas d'où ça vient. On sait pas dire d'où viennent les mutations qu'on va trouver au niveau circulant. Mais on a un panorama instantané au moment où on fait le prélèvement de ce qui est en train de bouger chez le patient et ce qui est en train de proliférer. Donc en fait, l'intérêt c'est beaucoup plus pragmatique. En fait, quand on a un patient avec plusieurs métastases, si on doit prélever des métastases, on ira prélever celles qui sont accessibles ou biopsiables, et c'est pas forcément celle-là qui est en train de progresser. Donc celle-là contre laquelle il faut se battre. Quand on fait une biopsie liquide, on ne sait pas laquelle est en train de bouger, mais en tout cas, l'ADN qu'on va trouver dans la circulation proviendra de celle qui est en train de pousser, qui est en train de progresser, et on aura une piste plus pragmatique pour l'approche. Alors effectivement, ce que vous dites est totalement juste. Pour l'instant, on n'a pas moyen de localiser. Il y a des choses qui y travaillent, alors qui s'intéressent non pas à une mutation particulière pour faire du guidage thérapeutique, mais faire un profilage, donc de regarder un profil de mutation. Et à partir de ce profil, on arrive à déterminer de quel organe ça peut provenir. Mais c'est encore un petit peu de la science-fiction actuellement. On avait fait une étude rétrospective qu'on a publiée, je crois que c'est en 2013 ou quelque chose comme ça, où à partir des profils qu'on arrivait à identifier, alors c'était pas de la biopsie liquide, c'était à partir de tumeurs, mais on travaillait à l'aveugle. On savait pas de où elles provenaient et on arrivait à reconnaître l'origine, par exemple, pulmonaire d'une biopsie simplement en regardant le profil des mutations qu'on avait. Donc ça peut être une piste, mais il y a des choses qui sont creusées actuellement là-dessus, mais ce que vous dites est totalement juste. On peut pas savoir d'où ça vient, et par contre, on sait à quoi ça peut servir. Alors Annette et après Jean-Pierre Jolas. Oui, alors, j'ai une question. Donc, je vous remercie pour votre conférence. Donc, si on a bien compris que c'est une classe de molécules, et donc j'ai appris qu'il se prenait par comprimé oral. Et c'est là-dessus que je voulais vous poser une question sur la distribution, parce que finalement, alors si j'ai bien compris, on le prend par oral, donc ça va se distribuer dans toutes les cellules du corps et pas spécifiquement dans les cellules tumorales. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des effets indésirables. Vous avez parlé de diarrhée, etc. Mais la question, c'est que je pense qu'on aimerait tous que ça aille directement dans la cellule tumorale et pas que ça aille se balader dans des tissus sains où ça n'a rien à faire, ou alors il y aura une perte de principe actif. Je vous pose des questions toutes belles et très pragmatiques. Le principe actif, ça serait intéressant qu'il y ait. Est-ce qu'on peut pas utiliser des nanoparticules ou des choses qui permettraient de cibler uniquement les cellules tumorales au lieu que ça aille se balader dans des tissus où ils ont rien à faire, en fait? Alors, bon, ce que vous dites est juste pour les thérapies orales, mais c'était vrai également pour la chimio qui se balade partout et qui tapait sur tout ce qui bouge, quoi, donc globalement. Alors, ce qui fait l'avantage de ces thérapies ciblées, c'est justement elles vont pas bloquer si on prend l'exemple dont j'ai parlé dans le mélanome, des anti-BRAF. Ce sont des molécules qui sont designées non pas pour inhiber la protéine BRAF courante, normale,
mais uniquement la protéine BRAF porteuse de la mutation. Et celle-là, on va la trouver uniquement au niveau tumoral. Alors bien sûr, il y a un peu d'effet collatéral parce que la spécificité à 100% en chimie, ça n'existe pas. Donc on va avoir une inhibition partielle de ces protéines BRAF normales et c'est ce qui justement coincé dans les tissus cutanés normaux. Mais on a là un avantage par rapport à la chimiothérapie conventionnelle qui elle empêche toute cellule de se diviser. Et d'où la toxicité hématologique sur les cellules souches qui ont des progressions plus rapides que les autres. Donc en gros la chimio telle qu'elle était conçue dans les années 60 globalement, c'est toute cellule qui se divise doit mourir parce que potentiellement elle peut être cancéreuse. Tant pis pour celles qui se divisent et qui sont pas cancéreuses. Et dans les thérapies ciblées telles qu'on les envisage maintenant, c'est de dire toute cellule porteuse d'une anomalie nucléaire, une anomalie moléculaire va être détruite, va être bloquée, et il y aura des effets un peu collatéraux, mais qui seront quand même nettement moins néfastes. Engager de les cibler ça serait pas intéressant de cibler avec, je sais pas, des nanoparticules qui restent dirigées sur des récepteurs des cellules tumorales. Alors ça, c'est un domaine que je connais bien parce que mon sujet de doctorat d'université, c'était sur des nanoparticules qu'on appelait, c'était des liposomes à l'époque, donc avec des phospholipides. Et je faisais du ciblage externalisé, c'est-à-dire que mes liposomes étaient thermosensibles et on chauffait les sites tumoraux et on faisait libérer la chimiothérapie au niveau de la tumeur par chauffage. Alors c'est des choses qui ont alors les nanoparticules ou les liposomes ou cette approche-là, ça existe toujours. On a des médicaments sous forme nanoparticulaire ou liposomale, notamment de la chimiothérapie. Là, on va travailler avec de la chimiothérapie et le ciblage par ces particules. Pour l'instant, il est uniquement lié au tropisme naturel de la particule pour un organe cible. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer. On n'a pas encore technologiquement de magic bullet, c'était Paul Ehrlich qui disait ça à la fin du 19e siècle, le boulet magique qui va arriver exclusivement dans la tumeur et pouvoir être actif. Ça, on l'a pas encore en main. Mais effectivement, alors il y a eu des tentatives avec des nanoparticules marquées par des intégrines, fixant les intégrines, fixant certains types de récepteurs avec des anticorps monoclonaux, des choses comme ça. C'est pas encore totalement. Alors il y a une chose, si je peux compléter, qui s'en approche. On appelle ça des ADC, c'est antibody drug conjugate, des conjugués chimio et anticorps. Ce sont des systèmes sur lesquels on va avoir un anticorps qui va reconnaître une protéine exprimée majoritairement par une tumeur. On prend HER2 dans les cancers du sein. Au bout de cet anticorps, on a un linker chimique, et au bout du linker, on a une molécule de chimiothérapie extrêmement efficace, mais qui ne marchera pas tant qu'elle n'est pas libérée. Donc l'anticorps va fixer la chimio sur la cellule, le système va être internalisé dans la cellule, et dans la cellule, il y a des enzymes qui vont couper le linker et déclencher la guerre atomique à l'intérieur. Et ça, c'est commercialisé, ça existe dans les cancers du sein notamment. C'est un médicament qui est apparu sur le marché il y a 2 ans maintenant. On n'arrête pas le progrès. Ouais. Alors, Jean-Pierre, oui. Jean-Pierre, et puis Jean-Paul après. Les préoccupations d'Annette. Moi, je voudrais savoir si les fenêtres thérapeutiques sont étroites et comment vous faites le suivi du traitement, d'adapter les doses en fonction de l'évolution de la maladie. Alors, les fenêtres thérapeutiques sont beaucoup moins étroites que celles de la chimio conventionnelle. Donc, on est beaucoup moins sur le fil entre efficacité et toxicité, ce qui permet justement d'utiliser des formes orales avec des doses fixes, beaucoup plus des doses fixes que des doses adaptées alors au mètre carré de surface corporelle ou au kilogramme de poids chez les enfants. Donc là, on va être beaucoup plus sur des doses fixes comme en thérapie conventionnelle. Voilà. Alors après, se pose la question du suivi. Alors, est-ce que le patient prend bien son médicament?
est-ce que le médicament n'est pas efficace parce qu'il marche pas ou est-ce parce que le patient l'a pas pris ou qu'il a oublié la dose. Donc tout ça, c'est des programmes d'éducation thérapeutique et de suivi qui se mettent en place. Là, on a vraiment pour ces thérapies ciblées, on a systématiquement, alors à l'ICL on fonctionne comme ça, mais je pense qu'à beaucoup d'endroits, c'est une consultation pharmaceutique avant la sortie de l'hôpital. C'est-à-dire que le patient il va rencontrer le pharmacien de l'hôpital qui va lui expliquer son traitement, l'intérêt de le suivre, et puis on a des infirmières qui vont téléphoner aux patients régulièrement pour au moins leur poser la question s'ils suivent bien leur traitement, s'ils n'ont pas beaucoup d'effets indésirables. Et on travaille, alors ça c'est ma casquette de recherche clinique, on travaille actuellement sur des programmes de suivi connecté avec de l'intelligence artificielle qui va permettre à distance aux patients de très facilement à l'aide d'un smartphone de faire un état de sa qualité de vie. Je vais bien, je vais pas bien, j'ai des boutons, j'ai de la diarrhée, etc. Et ces systèmes-là va être incrémentés et avec des alertes potentielles, c'est-à-dire que un signe, c'est peut-être pas grave, mais 2 ou 3 associés, c'est peut-être embêtant et il faut déclencher quelque chose. Donc là, on va rappeler le patient et puis éventuellement le rapatrier à l'hôpital. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Si c'est votre suivi à l'hôpital, selon l'efficacité du produit que vous injectez, je pense que vous augmentez, vous diminuez les doses pour faire le suivi là. Oui, ça pour les chimiothérapies, oui. Alors pour les thérapies ciblées, on a souvent cette possibilité. Il y a plusieurs dosages qui permettent, mais ça va être moins fin parce qu'on est moins sur le fil avec la chimio. Donc là, on peut faire également des pauses thérapeutiques. Alors Jean-Paul Hatton. Marie-Christine, une vieille expérience de la collaboration avec le CAV sur l'aide à la radiothérapie du cancer du cavum. Je voudrais savoir quel est le pourcentage de radiothérapie actuellement dans les traitements. On estime qu'à peu près, je crois, c'est 40% des patients qui sont à un moment donné traités par radiothérapie. Donc, on a encore une très forte position de la radiothérapie. Alors à l'ICL, on a aussi un plateau extrêmement fourni. On a 6 machines avec des machines de toute dernière génération. Notamment ce qu'on appelle le CyberKnife, un système robotisé qui va tourner dans toutes les dimensions autour du patient et au lieu de délivrer la radiothérapie par, on va dire, 10 axes, va mettre 150 axes. Donc ça dure beaucoup plus longtemps, mais ça permet d'augmenter les axes d'irradiation. Ça permet bien sûr de focaliser les rayons sur le site tumoral en épargnant les trajets. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour des cancers qui sont localisés dans des sites un peu sensibles comme les tumeurs cérébrales. On utilise ça aussi beaucoup dans les cancers de l'enfant, pour revenir à tout à l'heure, parce que cette radiothérapie ciblée, stéréotaxique, on va dire, permet beaucoup d'épargner les tissus environnants. Alors il reste à développer, c'est la protonthérapie qui serait le Graal dans ce système-là. Et la protonthérapie en France, il y a 3 centres, il y a Saclay, Nice et Caen qui sont équipés. On a monté un dossier à l'ICL pour que s'il y a un 4e centre, ce sera nous. C'est quelque part dans un tiroir du ministère et pour l'instant, il n'y a pas de volonté de développer la protonthérapie. Ce sont des machines. La protonthérapie, c'est extrêmement intéressant puisque le rayon va être arrêté par la tumeur. Donc, il va pas aller au-delà, alors qu'actuellement, il traverse, et donc il y a une irradiation périphérique. Donc ça, c'est aussi un domaine sur lequel on travaille, mais le dossier est en stand-by. Il y a un petit investissement. Je crois que la machine coûte à peu près 50 ou 60 millions d'euros. Et voilà. Donc, non. Oui, c'est derrière tout ça, il y a le problème du coût, il y a le problème de jusqu'où elle est, jusqu'où traiter. Et puis, ce Jean-Pierre en a un peu parlé, c'est le problème de l'observance. C'est-à-dire, est-ce que les dosages des médicaments sont pertinents? Par exemple, dans un certain nombre de ces molécules ciblées, est-ce qu'on peut avoir un suivi objectif? Alors,
en gros, la seule façon de faire vraiment un suivi objectif, ce serait de faire des prélèvements et de vérifier que la concentration circulante est là. D'abord, ça permettrait de vérifier que le patient a pris son médicament, ce qui est pas négligeable. Dans les hormonothérapies, par exemple, des cancers du sein, on estime qu'au bout de 2 ans, 40% des femmes ne prennent plus ou prennent quasiment plus leur traitement. Donc, c'est pas rien. Donc ça c'est un point. Et puis l'ajustement de posologie. Alors là on rentre toujours dans cette adaptation pharmacologique des traitements qui serait probablement la meilleure solution, mais qui est techniquement très très lourde à mettre en place. On vient de boucler un essai clinique justement sur des thérapies ciblées dans les mélanomes, les anti-BRAF dont je parlais, et pour lesquels on est en train d'exploiter les données pharmacologiques pour voir si ça pourrait faire mieux. Mais derrière, c'est compliqué dans le sens où, comme ce sont des thérapies orales, si on veut fractionner les doses, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les formes à notre disposition. Mais si on a des comprimés de 100 mg, on peut peut-être, s'ils sont prévus pour, on peut les couper en 2. Mais si on a besoin de 5 mg, ça va être compliqué. Donc là, il y a vraiment toute une ingénierie derrière qui complique la chose. Bien, je crois qu'on a apprécié la conférence. On a beaucoup apprécié, en tout cas moi, la discussion et la qualité de vos questions et des réponses tout à fait pertinentes du professeur Merlin. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir avant que je lui remette son épinglette qu'il mérite parfaitement.